parle aujourd'hui de Tchekhov. De quoi d'ailleurs on peut parler d'autre? Oui, parce que Christian Benedetti, aujourd'hui, son nom est beaucoup associé à celui de Tchekhov. Alors, il faut dire que Christian Benedetti a été un élève d'Antoine Vitesse. Antoine Vitesse qui, justement, était, par les Russes, était un fin connaisseur du théâtre russe et qui l'a sans doute initié justement au théâtre russe. Lui a parlé d'ailleurs de Meyerhold, entre autres, et de Stanislavski, bien sûr. Et c'est aussi, je pense, après sa formation au conservatoire, qu'il a monté sa première mouette. Ça, il va sûrement vous en parler. Et puis, Christian est acteur. C'est un très très bon acteur, je pense. C'est une chose qui est reconnue. Et il est metteur en scène. Et on sait qu'en France, il n'y a pas beaucoup de formation pour les metteurs en scène. Et donc Christian a appris la mise en scène, je pense, auprès d'Antoine Vitesse, et puis ensuite auprès justement d'artistes des pays de l'Est, en particulier Otomar Krejča, dont on sait d'ailleurs qu'il a fait des mises en scène de Tchekhov formidables, et qu'il a été à l'origine justement de la remise en cause de la mise en scène traditionnelle, entre guillemets, de Tchekhov à la Stanislavski, dans les années 60. Et puis, il a aussi travaillé avec Anatoly Vassiliev. Ces derniers temps, je ne me souviens plus la date de la première mouette, mais Christian doit 27 janvier 2010. 27 janvier 2010, donc ça fait 6 ans. Donc, non, 2011, pardon, ça fait 5 ans. 5 ans. 5 ans. Il a lancé une relecture de Tchekhov avec une mouette qui a eu tout de suite un impact absolument énorme, et en particulier sur les jeunes gens qui ont été absolument séduits par le type de jeu que Christian Benedetti proposait à ses acteurs. Et puis, cette mouette s'est élargie à un projet de Tchekhov, et Benedetti a eu l'idée, l'envie, le désir de monter tout Tchekhov. Alors aujourd'hui, on en est à la Cerizay, et c'est après justement les représentations de la Cerizay au Théâtre du Soleil, puisque la troupe a été accueillie par Ariane Mouchkine dans la mesure où leur théâtre était en travaux. Mmh. Et donc c'est après ces 3 semaines de représentation de la Cerizay qu'on interroge Christian sur son projet Tchekhov. Oui, donc vous faites partie de ces metteurs en scène français qui sont connus justement surtout connus pour leur mise en scène de Tchekhov. En tout cas, c'était le cas ces dernières années. Donc la presse française a beaucoup parlé de votre cycle Tchekhov. Et vous avez une approche très différente des autres, je dirais révolutionnaire, avec tout ce qui va avec. Pour définir votre place dans le paysage théâtral français, est-ce que vous pouvez revenir vers quelques mots sur vos maîtres du théâtre? Bon, d'abord, comme l'a dit Béatrice, c'est avant tout Antoine Vitesse. C'est lui qui m'a fait découvrir Tchekhov, et c'est lui qui m'a fait découvrir la Russie, et qui m'a dit: tu ne trouveras pas ce que tu cherches en France, va là-bas. C'est vrai qu'à ma sortie du conservatoire, j'ai monté la mouette, donc c'était en 1980, et Antoine m'avait recorrigé, il m'avait corrigé la traduction d'Elsa Triolet sur le livre d'ailleurs que j'ai toujours, et voilà, on avait commencé à faire ce travail, et j'ai commencé donc là un peu, on va dire, ma conversation, mon dialogue avec Tchekhov. Et puis ça m'a jamais abandonné en fait. Mais il y a une chose étrange, une espèce de connaissance ontologique presque, avec une porosité énorme de la culture russe. Et la première fois que je suis allé à Moscou, j'avais l'impression d'être déjà venu. Je connaissais les rues, je pouvais me promener seul, ce qui à l'époque était compliqué. Donc une fois même j'ai perdu mon traducteur, je me suis drôlement fait engueuler
parce que j'ai marché très vite et parce que j'avais envie d'être seul, mais bon, c'était pas comment dire, ça n'allait pas de soi à l'époque. Et voilà, bon, ça s'est fait. Comment dire, donc j'ai commencé cette conversation avec Tchekhov. Et puis pendant longtemps, je ne me suis pas autorisé à revenir dessus parce qu'il me semblait que je ne trouvais pas la porte d'entrée qui me convenait. Je me disais que cette œuvre demandait une chose, une compréhension plus vaste, à la fois de l'être humain et puis une pensée théâtrale beaucoup plus forte que ce dont je disposais à l'époque. Et donc j'ai travaillé pendant 15 ans uniquement sur des auteurs contemporains vivants, dont Édouard Bond, qui est le parrain de mon théâtre, et qui est toujours associé à mon théâtre, comme l'a été Sarah Kane, Biljana Srbljanović, Janina Carbonariu, Mark Ravenhill. Et ce travail-là m'a permis de comprendre des choses à la fois sur le théâtre, sur la mise en scène et la direction d'acteurs, et ça m'a permis de revenir après une longue conversation, c'est-à-dire qu'une conversation qui a duré une semaine avec Arpad Schilling chez lui à Budapest, où entre des verres de vin et de vodka, malgré tout on arrivait à parler, et tout à coup quelque chose a basculé, et puis il m'a montré un film à 4h du matin, et ce film m'a ouvert des espaces de liberté incroyables. C'est un film de Lars von Trier qui s'appelle Five Obstructions, qui est très peu connu, mais qui, si on est attentif, oui, ouvre des... Ça apprend à être libre en tout cas. Voilà, plus, bon, les choses que j'avais faites, les gens que j'ai eu la chance de rencontrer, donc tout ça, et puis la mise en scène d'Arpad de la Mouette qu'il avait faite, et où tout à coup il y avait une évidence que c'était par là qu'il fallait l'attraper. Et donc, j'ai décidé de monter la Mouette, et en même temps que j'ai décidé de remonter la Mouette, j'ai décidé que c'était mon dernier spectacle. Ce qui fait que, du coup, les choses étaient plus simples parce que j'avais pas de pression, rien, puisque c'était de toute façon, voilà, on fait ça et je m'arrête. Le principe qu'on a adopté, c'est un principe qui est assez simple, c'est-à-dire, quand on arrive dans un théâtre qui n'est pas le nôtre, le directeur technique de l'endroit apporte des bouts de décor, il apporte des bouts de choses qui appartiennent à d'autres spectacles, et le temps des répétitions, c'est ça qui crée notre espace. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est faire un théâtre avec des bouts qui vont créer cette unité-là, mais pas finir une scénographie, pas clore une image. Il faut permettre aux spectateurs de pouvoir colorer le ciel comme ils veulent. Tous les jours, le ciel peut changer de couleur. Mais si on crée un espace de police, il y a quelque chose qui meurt. Et tout à coup, un verre que l'acteur prend facilement, tout à coup devient un accessoire. On dit attention, ça coûte cher, c'est un accessoire, tu vas le casser. Donc l'acteur n'est plus libre. Et donc il y a quelque chose qui est tellement contraint, c'est pour ça que j'appelle ça un espace de police, que je trouve que ça devient absurde pour l'acteur et par rapport à ce que Tchekhov voulait, puisque il dit dans une de ses dernières lettres, pourquoi il y a tant de décoration dans mes mises en scène, pourquoi il y a toute cette accessoirisation, simplement un canapé, quelques chaises et des bons acteurs. Et je me dis que oui, effectivement, il a raison, parce que c'est un théâtre qui ouvre des perspectives et qui pose des questions sur le théâtre même, et que si on l'enferme dans une forme esthétique, alors ces questions ne peuvent plus être posées. Et donc on commence. Alors je voulais commencer après la Mouette. Mon équipe d'acteurs m'a dit il faut continuer, tu peux pas t'arrêter là, c'est pas bien, ne nous laisse pas. Bon, et moi étant sentimental, j'ai dit bon d'accord. Alors on a continué avec Vania, mais en fait moi
originellement, le projet, c'était de monter Tchekhov dans l'ordre de l'écriture. Mais ces circonstances ont fait qu'on a commencé par la mouette, donc il va falloir qu'on finisse par Être sans père et les pièces en un acte. Et d'une certaine façon, c'est une bonne chose parce que ça m'a permis de comprendre comment monter les deux premières. Parce que je me suis aperçu que l'œuvre de Tchekhov pouvait se décomposer en trois parties, d'une certaine manière, comme en peinture. Il y a une partie qui est la partie de Être sans père, donc, qui n'a jamais été jouée, puis qu'on a retrouvée plus tard, et puis Ivanov, qui est une partie, on va dire, traditionnelle dans le théâtre. Et avec la mouette, il interroge la dramaturgie de son temps et il fait une chose qui n'existait pas, il écrit plus par acte, par scène, il écrit par acte. Ce qui fait que, du coup, ce que j'en ai compris, moi, c'est qu'il signait là, implicitement, la mort du personnage au profit du rôle et de la structure de pensée. Et que donc, à partir de là, ce qui est d'ailleurs drôle, c'est de voir que Stanislavski, à ce moment-là, commence à travailler sur le personnage. Donc c'est génial parce que cette incompréhension magnifique va faire que leur œuvre va se répondre et puis va augmenter, alors qu'en fait, il y a presque une inadéquation fondamentale, quoi. Mais et il dit, Tchekhov, j'écris non sans plaisir une pièce qui va à l'encontre de toutes les règles dramaturgiques, en parlant de la mouette. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Une pièce qui commence, donc, où c'est des mouvements musicaux, c'est comme des traits en peinture, donc chaque acte, plus le fait que l'acte 1 est quasiment écrit pour être joué de dos, il met sur le plateau tout ce que le cinéma va utiliser après, le premier plan, le gros plan, le plan large, etc. Il déstructure le temps et l'espace, et il fait aussi cette chose, c'est qu'il mélange le temps dramaturgique et le temps réel. Chose qui n'avait jamais été faite au théâtre. Quand il écrit, par exemple, que Dorn sort pendant 30 secondes après le coup de feu, 30 secondes, donc moi je me suis, effectivement, on s'est appliqué à le faire en temps réel. Et puis sinon, il écrit pause. Pause. Alors c'est quoi ces pauses? Il fallait suivre la partition, il fallait les faire et leur donner une durée significative pour que ce ne soit pas un temps, un silence, un oubli. Et donc ce mélange de ces deux temporalités crée un temps étrange. Donc c'est une étrangéisation du temps, on va dire, qui est spécifique à Tchekhov, qu'aucun autre auteur n'a mis en place, et qui crée un espace de pensée qui est fou, parce que d'une radicalité extrême. Alors après, avec Oncle Vania, il continue cette recherche-là, cette interrogation dramaturgique, et ensuite il passe avec Trois Sœurs et La Cerisée aux pièces de troupe, puisqu'il écrit pour le théâtre d'art, avec des contraintes qu'il se donne, qui sont les contraintes typologiques des gens qui étaient là. Donc Artyom va jouer Tcheboutikin, et puis il va jouer Fierce, par exemple. Bon, c'est des choses comme ça. Et où là, il crée des pièces qu'on dit chorales, sauf qu'il invente une chose qui est folle, qui est tout le monde chante ensemble, mais chacun chante sa partition. Donc en fait, chacun parle seul. Mais tout le monde chante ensemble. Et la façon dont il dynamite la forme et dont il la questionne, il l'interroge et d'une certaine façon il la torture pour faire advenir un autre espace de réel, une autre pensée extrêmement subversive. Tchekhov quand même écrit, à quoi ça sert d'expliquer les choses au spectateur? Il faut effrayer le public. Ensuite, il commencera à s'intéresser, à réfléchir, et il s'intéressera à nouveau. Donc, quelqu'un qui dit ça, à ce moment-là, quand il écrit, il faut effrayer le public. Moi, ça m'a fait penser énormément au travail que j'ai pu faire avec Édouard Bond, où il dit effectivement qu'on ne peut toucher le spectateur qu'à travers le sens. Donc il faut le mettre dans une situation d'effroi, lui faire faire un pas de côté pour qu'il regarde autrement. Mais alors donc, ce qui est, je trouve très très intéressant, c'est le fait, le parcours, ce dialogue avec Tchekhov, ce dialogue caché avec Tchekhov, et puis
tout d'un coup donc cette rencontre avec cette décision de monter la Mouette après avoir monté énormément d'œuvres contemporaines d'Édouard Bond qui est particulièrement radical et puis de jeunes auteurs qui sont aussi particulièrement radicaux en fait. Donc votre approche de Tchekhov elle est assez radicale en ce qui concerne par exemple le rythme de vos spectacles, que je me rappelle très bien, lors donc Levania, une des spectatrices l'a appelé Speedy, le style Speedy. Mais c'est pas un c'est un spectacle qui a duré 1h15. Mais moi je voudrais parler de la Mouette, parce que c'est quand même la première, et c'est ça qui a été un choc pour tout le monde. C'est comme un peu les œuvres de Cantor, hein. Quand on voit le premier Cantor, ben voilà, c'est le choc absolu, puis les autres après, c'est un peu, il reprend des éléments qu'il a trouvés dans sa classe morte. Et donc, cette Mouette, moi je me souviens, j'étais avec des jeunes qui étaient des jeunes gens qui étaient avec moi, mais on avait le souffle coupé, vraiment, on suivait cette Mouette qu'on connaissait très bien et qu'on redécouvrait totalement. Et le souffle coupé, le cœur battant, comme si on écoutait l'œuvre de quelqu'un qui venait d'écrire la pièce aujourd'hui. Il y avait un sentiment de modernité absolue. Et ça, on l'a rarement eu avec des spectacles de Tchekhov, même les grands spectacles. Moi, j'ai vu la mise en scène de La Cerisée par Brou, j'ai vu Streller, La Cerisée aussi, j'ai vu des spectacles d'Antoine Vitesse, j'ai vu des belles mises en scène, des belles représentations de pièces de Tchekhov, mais une modernité à ce point, je n'ai jamais vu ça. Et donc, je me souviens qu'on s'est tombé les uns dans les bras des autres en se disant, voilà, ça, c'est du théâtre. J'ai pas l'impression d'avoir trouvé quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'est imposé dans le travail, parce que c'est pas un parti pris. On peut pas diriger un acteur en lui disant, il faut parler vite. C'est que, il y avait deux choses. D'abord, une chose qui m'interrogeait beaucoup, c'est que Tchekhov disait toujours, ce sont des comédies. Il n'arrêtait pas de dire à Stanislavski, mes pièces sont des comédies. Donc, en partant du principe que Tchekhov n'était pas un imbécile et Stanislavski non plus, pourquoi il y a quelqu'un qui dit quelque chose et l'autre qui ne le comprend pas? Et qu'en fait, il m'a semblé ce que Tchekhov voulait dire, c'est qu'il fallait le jouer comme des vaudevilles. Donc, vite. Pourquoi? Pour qu'il y ait des collisions signifiantes, pour que le tragique et puis quelqu'un qui glisse sur une banane crée un choc. Donc, on devait être dans un tempo de vaudeville. Ensuite, l'enjeu, c'était de percevoir la pensée et de se l'approprier. Mais une fois qu'on a la pensée, elle s'énonce très clairement. Et comme il n'y a pas de psychologie et pas de pathos avec Tchekhov, puisque c'est un théâtre qui pour moi est anti-psychologique, et qu'il n'y a pas cette espèce de chose, cette nostalgie dont on parle souvent, ou cette âme tchékovienne, déjà l'âme on la voit pas, alors l'âme tchékovienne, où est-ce, j'aimerais bien savoir, et la nostalgie d'un passé perdu, mais de toute façon qui n'est pas le nôtre, en tout cas, moi donc j'ai aucune nostalgie de ça. Et aussi, une chose qu'on oublie trop souvent, c'est que Tchekhov était malade et qu'il le savait, et que donc il écrivait. Il y avait une urgence d'écriture. Il écrit, un homme malade qui écrit, il écrit vite. Parce que il ne sait pas si demain il pourra finir la pièce. Donc il y a cette chose-là dont on est d'une certaine façon aussi dépositaire. Et donc il y a un faisceau de choses. Et puis tout à coup, il est advenu que ce tempo-là s'est imposé, mais comme une évidence. En plus, dans toutes les pièces de Tchekhov, en général, c'est le début qui donne les clés rythmiques, etc. Et Trepliev, c'est celui qui tremble comme une feuille et qui parle comme une mitraillette. Donc, c'est assez intéressant de penser que ça commence. Bon, évidemment, il y a Medvedenko et Macha qui arrivent, et ensuite, c'est Trepliev qui parle, et qui n'arrive plus à s'arrêter. Simplement pour s'empêcher de penser à ce temps qui passe et aux Zaretchnaya pour être en retard, etc.
Bon, et puis pour d'autres raisons, mais je pense que Trepiev a quelque chose de Tchekhov dans le fait qu'il faut arriver à dire le plus de choses possible dans le moins de temps, parce que le temps est compté. Mais qu'est-ce que vous faites avec les fameuses pauses dans le texte de Tchekhov? Les pauses, on les marque, on s'arrête. On s'arrête, sauf que on s'arrête. Mais on continue à jouer, c'est-à-dire que les pauses ne sont pas vides. Et je pense que Tchekhov pensait, et en ça je suis d'accord avec lui, absolument, c'est que le théâtre, c'est le temps interrompu par la parole et pas l'inverse. Donc c'est les moments où il y aurait trop à dire, les moments qui sont d'une intensité et d'une violence inouïe, où il faut absolument parler pour que quelque chose advienne, parce que sinon il va y avoir une explosion. Donc c'est à chaque fois pour pouvoir bifurquer. C'est un peu, je dis aux acteurs souvent, il faut qu'on soit un peu comme des funambules. On va d'une pause à l'autre. Et comme on part d'une plateforme, on marche sur le fil et puis on va à une autre pause. Et voilà, et simplement sur le fil, il faut essayer de ne pas tomber. Mais comment dire, il n'y a rien d'autre à jouer que de marcher sur le fil, puisque les gens voient le fil, ils voient donc ils voient que l'enjeu c'est de marcher sur le fil. Pour les pauses, moi je voudrais dire quelque chose qui me semble important. Je pense que il y a beaucoup de choses que Christian a découvert en fait dans la dramaturgie tchécovienne, c'est que en fait les pauses font partie d'une machine à jouer. Il y a une machine à jouer tchécovienne, c'est-à-dire ce ne sont pas des personnages comme on a l'habitude de les voir avec une psychologie. Ce sont donc des hommes, des femmes, des acteurs qui jouent, des comédiens qui jouent et qui jouent non pas la psychologie mais qui jouent la pensée. Ça, je crois que c'est vraiment le mot que Christian répète très très souvent et justement ça révolutionne complètement l'attitude par rapport à la dramaturgie. Et les pauses dans ce système-là, elles font partie de cette machine à penser, de cette machine à jouer. Et à partir du moment où on les considère comme ça et où elles ne sont plus psychologiques, elles deviennent d'une force absolument inouïe parce que ce sont des moments de suspension. Enfin, il me semble, de suspension où tout peut se passer. Donc ça s'arrête, je crois que vous comptez les pauses, me semble-t-il, elles sont comptées, il y a un certain nombre de secondes. 7 secondes. 7 secondes pour chacun des spectacles. On parle à présent de la cerisée. On parle de toutes les pauses, donc, en général. Ça veut dire, il y a la même méthode qui est appliquée. Bien sûr. C'est pour toutes les pièces. Les pauses, les pauses font partie, et on voit très très bien, parce que si on lit attentivement les pièces de Tchekhov, enfin les grandes pièces, on voit très bien qu'il y a des moments de silence qui sont indiqués dans le texte, et puis il y a les pauses. C'est donc que les silences ne sont pas la même chose que les pauses, et que les pauses sont presque un objet technique qui fait partie de cette machine à jouer et qu'il faut que l'acteur sache utiliser. Mais par exemple, toujours, je reviens vers la cerisée, parce que je viens de la voir, et donc pour moi c'est une impression fraîche. Dans le cerisée, j'ai l'impression que donc ça, le temps de pause, c'est très très bien marqué. Ça veut dire, c'est presque évidemment, comme vient de dire Béatrice, c'est inutile de jeu. Et par exemple, quand Simeonov Pichik, à la fin, il revient pour rendre l'argent, etc. Et après, donc il dit, voilà, je reviens demain. Et vous faites la pause. Et un moment, quand le boss lui dit, mais non, demain, il n'y aura pas de demain. Et donc, cette pause qui est, une pause que vous avez imposée, mais elle est pleine de sens. Donc, on se rend compte que lui aussi faisait partie de cet univers. Et pour lui, c'est un énorme drame. Aussi, pour lui, c'est une tragédie. Tout son monde, il s'écroule. Il a l'air de quelqu'un qui est un personnage de vaudeville. Mais au fait, lui aussi, c'est un personnage tragique. Parce que Béatrice m'a parlé, avant que je vienne voir votre spectacle, qu'elle avait beaucoup de découvertes que vous avez fait avec ce texte en travaillant là-dessus. Et entre autres, pour moi, c'était par exemple la découverte de ce personnage. C'est-à-dire que la différence qu'il y a, qui est drôle d'ailleurs, entre le théâtre et la musique, c'est que il viendrait pas à l'idée à quelqu'un de pas jouer toutes les notes de Beethoven ou de Mozart. Or, au théâtre, oui.
Sauf que quand on les joue, alors on découvre la partition. On dit ah oui, en fait c'est ça. Mais oui, c'est ça. Je pense que Tchekhov, il ne plaisantait pas quand il disait à Stanislavski j'ai tout écrit, c'est dedans. Oui. Il y a tout dedans.